Bonjour Christophe Battier. Bonjour Denis. Alors je crois que tu es directeur technique, mais j'ai pas retenu, j'ai pas tout compris. Service ICAP, c'est les services d'innovation, conception, assistance ou accompagnement à la pédagogie à l'université. On aide les enseignants de notre université, ils sont à peu près 2500, à utiliser tout ce qui est nouvelles technologies, nouvelle pédagogie pour leur enseignement. Donc à ce titre, j'ai 3 grandes activités. La première autour d'une plateforme, on construit notre plateforme, c'est un peu la spécificité à Lyon de ce qu'on appelle les LMS, Learning Management System. On est sur une nouvelle génération de plateformes autour de la communauté Claroline. Et depuis le mois de mai de cette année, je suis président du consortium qui réunit plusieurs universités, des entreprises, des associations, etc. etc. Dans mon équipe, c'est 5 personnes qui travaillent autour de ça. Ensuite, on a une vingtaine de personnes qui créent des contenus pédagogiques pour les enseignants avec des chefs de projet pour les encadrer. C'est de l'animation 3D, c'est du serious game, c'est de la vidéo, c'est du film 3D, dans tous les domaines qu'on intervient. Alors j'entends que tu es spécialisé dans le domaine du numérique. Oui. Est-ce que tu peux me dire comment le numérique permet de mieux apprendre ensemble? De mieux apprendre, déjà il permet de communiquer ensemble. Donc l'enseignement c'est une partie de communication, discuter avec les gens, aller chercher des contenus. On a une explosion aussi des contenus sur internet, des données, des informations. Attention, quand je dis information, je n'ai pas dit savoir. On a énormément de choses qu'on retrouve, de chaînes pédagogiques sur YouTube, des contenus, des sites web, des blogs, des bases de données, d'images, d'astrophysique. C'est hallucinant tout ce qu'on peut trouver. Et le souci qu'on a aujourd'hui, c'est que à la fois les enseignants et les étudiants ne savent pas tout ce qu'on peut trouver sur Internet. Donc il y a une éducation aux médias, à Internet à faire, aussi bien côté enseignant que côté étudiant. Donc il y a énormément de choses. Donc sur les contenus, sur la communication. Avant, on peut communiquer dans le groupe avec mes camarades de classe de promotion, communiquer dans ma communauté avec tous les étudiants qui sont en première année de l'université ou communiquer avec tous les étudiants qui font de l'astrophysique dans le monde. Donc il y a cette nouvelle dimension de la communication. Donc le groupe, la communauté, le réseau. Ouais, c'est ça, ouais. C'est un peu la base d'une la théorie, le connectivisme, nouvelle théorie d'apprentissage sur laquelle travaillent Georges Siemens et Stephen Downes autour de la notion de connectivisme et la notion d'intelligence collective et d'intelligence connectée. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence collective et l'intelligence connectée? Ensemble, tous ensemble dans un groupe, là, comme par exemple aujourd'hui, on a plus d'idées qu'une personne toute seule, on peut en discuter, confronter des opinions, donc au final, normalement, il s'en sort quelque chose d'un peu plus grand. Et l'intelligence connectée, c'est d'être connecté avec des gens, au lieu d'être physiquement dans la même pièce, on est par rapport à des forums, par rapport à des individus, par rapport à des institutions, et on peut interagir, alors pas que discuter, mais interagir avec ces objets-là. D'accord. Alors l'interaction, ça a l'air d'être quelque chose qui est au cœur de tes réflexions. Ouais. Tu utilises, j'ai l'impression, tous les moyens possibles d'interagir, que ce soit des logiciels, des robots, des plateformes. Quels conseils tu donnerais pour correctement interagir avec les nouveaux moyens numériques? Alors les nouveaux moyens numériques ne sont qu'une prolongation de la vraie vie. Et c'est pas autre chose, c'est pas nouveau, c'est quelque chose qui augmente. C'est pas à part, c'est pas dissociable. Et donc, dans la vraie vie, il y a des moments formels et des moments informels. Et souvent, dans le numérique, on oublie la partie informelle, la partie où on déconne, la partie où on papote, la partie où on se pose des questions parfois cons, et comment ça marche ce truc, et on n'ose pas poser dans la partie formelle. Et donc, cette partie informelle, elle est super importante. Et comment, dans ces dispositifs qu'on met en place, on recrée, j'aime bien le mot écosystème, on recrée l'écosystème informel où les gens, alors soit par Skype, soit par forum, soit par chat, soit dans les réseaux sociaux, soit par robot, retrouvent cette partie informelle où ils sont tranquilles, ils peuvent poser leurs questions à leurs pairs, à des experts, des choses comme ça, où on a une communauté de vie en ligne. Et pour le prof, c'est super important aussi cette partie informelle. C'est la vie qui manque dans le dispositif numérique, il manque une vie. La vie de classe, on le ressentit là. Et si on arrive à le ressentir, cette partie informelle dans un cours en ligne, c'est que le dispositif fonctionne bien, moi je pense. Alors tu m'as parlé de robots, c'est quelque chose qui a l'air d'occuper un petit peu ton temps en ce moment. Oui. Est-ce qu'un robot peut remplacer un formateur? Est-ce qu'un robot peut nous permettre de mieux apprendre ensemble? Alors posé comme ça, je dirais non. Un robot, alors moi je travaille que sur une partie un peu spécifique, c'est les robots de téléprésence. Si je peux pas être à un endroit, c'est le robot, mon avatar physique qui est là à ma place. Et on étudie qu'est-ce que les projets de recherche en ce moment, c'est que j'ai
qu'est-ce que la téléprésence apporte par rapport à une présence physique. Et les premiers retours qu'on a sur une expérimentation qu'on fait depuis 1 an dans un lycée, c'est justement cette partie informelle, et ça marche bien si les gens se connaissent avant. Si l'élève était déjà dans la classe avant, il prend la main sur un robot, le robot devient l'élève, tout instantanément. Par contre, si l'élève n'a jamais été dans la classe, on se demande ce que ce truc vient faire dans la classe. Donc on a besoin d'avoir le lien social qui existe avant pour le faire perdurer à travers le robot, sinon ça marche beaucoup moins bien. Et donc on travaille sur ces notions-là d'utilisation, présence-distance. Je suis quand même présent en étant à distance, mais beaucoup plus présent quand je peux me déplacer, justement avoir ces moments informels dans la salle de classe ou dans l'institution, aller dans la cour de récréation, aller au bar avec les copains ou aller dans le couloir, me promener, des choses comme ça. Et ça suscite « Ah bah t'es là, bah, je t'avais pas vu, ah pendant que je te vois, je pense que, etc. etc. » Donc on est sur ce type d'interaction qui vient enrichir, parce que j'aurais mis un Skype au fond de la salle, bah, j'avais résolu mon problème de transmission du savoir. Mais là l'idée c'est d'aller un peu plus loin, justement sur cette partie informelle. J'entends formel, informel, présence, distance, oui. Groupe, communauté, réseau. On voit quand même que l'écosystème dont je parlais a l'air de se transformer. Est-ce que tu vois d'autres dimensions de l'écosystème qui bougent en ce moment? Ben là, on l'a fait déjà pas mal. Il y a l'écosystème argent. Oubliez ça. Il y a l'écosystème argent et l'écosystème administratif. Avec un grand A, c'est-à-dire que il faut, si on veut des robots de téléprésence, ça commence à 400 €, mais c'est un peu boui-boui, jusqu'à 15 000 €, c'est un peu cher, mais bon, ça marche mieux. Tu vois, ça coûte quand même assez d'argent, donc il faut, pour équiper un haut débit, on parlait chez les Greta, du haut débit partout, ça coûte de l'argent, etc., etc. Donc on est limité aussi par ça. Et puis le carcan administratif, on a des contraintes budgétaires, hein, on a un budget sur 1 an, il faut tout dépenser dans l'année. Si on fait des bénéfices, eh ben, on est obligé de le cramer, on ne peut pas le garder pour réinvestir sur des trucs l'année prochaine. Enfin, c'est compliqué dans l'administration de faire de l'innovation. On peut faire du one-shot. Après, passer sur la généralisation, ça c'est un peu plus compliqué à mettre en place. Dernière question, et puis on arrêtera là si tu veux. Quels seraient les 3 conseils que tu donnerais, ou 1, 2 ou 3, peu importe, pour intégrer plus de numérique dans les façons d'apprendre ensemble? Déjà, identifier les problèmes si on en a. Quels sont les problèmes pédagogiques qu'on a? Pourquoi là où ça coince. Donc il y a un travail pédagogique vraiment à faire. Est-ce que c'est le public qui n'est pas assidu? Est-ce qu'il y a des notions nouvelles à faire passer? Est-ce qu'il y a des notions qu'ils ne comprennent pas? Donc vraiment identifier son souci. Ne pas travailler seul, ça c'est le deuxième conseil. C'est le problème que vous avez, quelqu'un d'autre l'a eu avant vous, il a peut-être déjà résolu. Allez voir si d'autres personnes sur Internet, et pas dans vos coups de couloir, mais d'autres personnes sur Internet ont gambergé autour de ce même problème, de cette même notion. Et troisièmement, ne plus avoir les mêmes référentiels qu'avant. C'est-à-dire avant, les enseignants ils travaillent tout seuls dans leur coin, fermés. Maintenant, on voit de plus en plus de gens qui travaillent en réseau, qui ouvrent des pratiques réflexives. J'ouvre un blog, je montre ce qui marche, je montre ce qui ne marche pas. Ça, c'est compliqué dans les mentalités. Donc, il y a un changement de posture pour les enseignants en disant de mise à nu en quelque part. Voilà ce qui marche, voilà ce qui ne marche pas, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'aimerais faire. Et trouver comme ça des gens avec qui des partenaires virtuels qu'on rencontrera par la suite. Mais c'est cette démarche-là d'ouverture. Un immense merci Christophe pour ces conseils. À la prochaine. À la prochaine.